Ça va se passer ce soir à 18h dans l'auditorium de la CCI de Guyane, une conférence débat organisée par la ville de Cayenne. Échange à propos de la problématique des mules, un fléau qui touche, on le sait bien maintenant, la société guyanaise depuis une bonne quinzaine d'années à présent. Pas une semaine ne passe, et j'exagère à peine, sans que nous apprenions l'interpellation ou la condamnation d'une personne pour trafic de cocaïne, sans parler de toutes les autres qui arrivent à échapper au contrôle et qui acceptent de transporter des ovules de cocaïne pour alimenter le marché européen. Pour en parler, Thierry Nicolas est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Thierry Nicolas. Vous êtes géographe, maître de conférences en géographie à l'Université de Guyane et vous faites partie donc de ces intervenants qui vont prendre la parole ce soir. Il y a vous, mais vous serez aussi avec les associations Trop Violence, SOS Jeunesse, Urgence Mule, la police nationale et le monde de la justice. Autant on voit assez facilement, Thierry Nicolas, ce qu'un sociologue, par exemple, pourrait dire à propos des mules et de tout l'environnement social, familial, amical aussi, qui peut participer à cette situation-là du trafic de cocaïne. Autant un géographe comme vous, j'ai un peu plus de mal à visualiser les choses. De quelle manière, finalement, est-ce que vous travaillez sur le sujet? Avec quel angle d'analyse sur le sujet? Effectivement, il est quand même relativement rare de voir des géographes s'intéresser à ces thématiques et des géographes ayant de surcroît mon profil. Mais cette entrée, en fait, par le trafic de cocaïne et par le phénomène des mules, eh bien, c'est fait au moment où je me suis intéressé aux discontinuités spatiales en travaillant sur la Guyane. Et naturellement, je me suis intéressé donc à ces ruptures dans la continuité terrestre et qui limitent les mobilités. Donc nécessairement, je me suis intéressé aux fleuves de Guyane et en particulier aux fleuves frontières. Et rapidement, je me suis aperçu que ces fleuves frontières ne constituaient pas des limites, des séparations entre les deux rives des territoires, à la fois donc du Suriname et du Brésil. Et donc, je me suis intéressé aux éléments qui pouvaient constituer ces ruptures dans la continuité des mobilités, et je me suis plus particulièrement intéressé donc à ce qu'un sociologue a appelé les zones de flexibilisation introvertie des frontières, c'est-à-dire le fait de déplacer le contrôle des mobilités à distance, donc des frontières physiques. Et donc j'ai été amené à travailler sur les fameux PCR, points de contrôle routier, qui sont aujourd'hui un lieu de contrôle des mobilités, notamment de l'identité. Et progressivement, en m'intéressant aux points de contrôle routier, je me suis aperçu que, loin de se limiter finalement au contrôle d'identité, ces PCR avaient aussi pour fonction le contrôle des marchandises, contrôle de leur paillage évidemment, mais aussi de plus en plus depuis quelques années, le contrôle donc du trafic de cocaïne. Et donc j'ai analysé un peu la mobilité de ces points de contrôle routiers, donc qui se sont déplacés de Bélizon à Regina dans l'Est, oui. Et de la crique Margot originellement. Le premier point de contrôle routier dans l'Ouest était à la crique Margot, puis à Irakubo, et qui est revenu là récemment donc à la crique Margot. Donc en fait c'est via la thématique des PCR en fait que vous êtes parvenu peu à peu à vous intéresser à la problématique plus générale du trafic de cocaïne en quelque sorte. Exactement, donc cette entrée s'est faite par l'analyse des mobilités et des freins aux mobilités, comment les autorités mettent en place un système de contrôle, et de manière très originale, pas au niveau donc des frontières, parce que il y a eu un constat établi qu'il était impossible de contrôler les frontières guyanaises lorsqu'on interroge les autorités, ou même lorsqu'on discute en Guyane avec des voisins ou des amis, l'expression qui revient, c'est qu'il est impossible de contrôler les fleuves. Oui, c'est l'argument qui revient finalement. Absolument. Sur tous les grands sujets problématiques, pas que la question du trafic de cocaïne. Je pense évidemment à tous les autres sujets de l'orpaillage illégal, de la criminalité. À chaque fois, c'est cet argument-là qui revient sur la table. Absolument. Et donc, on le voit aussi au Suriname. Alors, le Suriname peut apparaître aussi comme une duplication du système français, puisque au Suriname aussi, on observe que les points de contrôle sont localisés pour certains au niveau des frontières, mais aussi à l'intérieur, puisqu'il existe 2 points de contrôle routiers également au Suriname. Et ceux qui se rendent à Paramaribo l'ont déjà observé, qu'au niveau du pont, on est à nouveau contrôlé pour voir si on a effectivement son visa. Et c'est valable aussi du côté de la frontière avec le Guyana, où il y a un autre point de contrôle qui s'appelle le point de Burnside,
où le contrôle se fait, alors non pas au niveau de l'identité, mais au niveau des marchandises qui sont transportées par les individus. Bon, on comprend mieux du coup ce qu'un géographe peut faire sur cette question-là. Qu'est-ce qui ressort finalement du coup des travaux que vous menez sur le sujet, Thierry Nicolas, quand vous regardez déjà l'évolution depuis ces dernières années? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on peut dire à ce propos-là? Alors, ce qui m'a paru surprenant en travaillant sur cette thématique-là, c'est que finalement, lorsqu'on regarde la géographie des Guyanes en général, qui sont relativement proches des points de production de cocaïne, donc de la Colombie, du Pérou et de la Bolivie, moi je m'attendais à ce que justement l'essentiel du trafic qui entre en Guyane provienne de la voie terrestre, finalement, que cela passe par le Venezuela, puis par le Guyana, puis par le Suriname. Et en fait, je me suis aperçu que non. Au final, la cocaïne arrive par avion au Suriname. Et le Suriname est devenu un hub assez remarquable de ce point de vue-là. Ouais, au Suriname, je me permets de vous couper, je crois qu'il y a une quarantaine d'aéroports finalement dans tout le pays. Absolument, c'est ça qui est remarquable. Et des aéroports aussi qui peuvent être éphémères, qui peuvent être construits rapidement, avec cette seule fonction justement d'assurer le trafic de cocaïne. Et puis effectivement, c'est à partir du Suriname que cette cocaïne entre en Guyane française. Alors ce qui m'a aussi passionné lorsque je me suis intéressé à cette thématique, c'est le fait qu'au départ, cette cocaïne se dirigeait davantage vers les Pays-Bas. Une fois qu'elle arrivait au Suriname, elle était donc transportée là aussi par le biais de mules, ou aussi par le trafic maritime, vers les Pays-Bas, et en matière de trafic aérien, vers l'aéroport d'Amsterdam. Et en fait, l'augmentation du trafic en Guyane s'explique par le fait que les Néerlandais ont été un peu plus stricts, ont mis en place une politique de contrôle à 100% des passagers sur certains vols, ce qui a eu pour effet de détourner progressivement le trafic vers la Guyane française et en particulier vers l'aéroport. Et ça, c'était en 2005, 2010 à peu près. Alors, ça fait une quinzaine d'années à peu près que la Guyane elle est véritablement touchée par ce fléau-là. Un peu plus tard, c'est le milieu des années 2010, vers 2014-2015, qui correspond aussi à l'augmentation très forte de la production de drogue dans le monde. Alors, peut-être un chiffre pour rappeler cette augmentation de la production de drogue dans le monde. On est passé en 2014 d'une production de 1000 tonnes, estimée pour les trois principaux pays producteurs, puisque c'est vrai que la cocaïne, contrairement à l'héroïne, est produite dans une zone limitée, une zone andine qui concerne 3 pays uniquement. Eh bien, la production de ces 3 pays est passée de 1000 tonnes en 2014 à près de 2000 tonnes aujourd'hui. Donc, à doubler en l'espace de 7-8 ans à peu près. Donc, c'est une augmentation énorme. Et parallèlement à cela, effectivement, cette croissance du trafic à partir de la Guyane s'explique aussi par le détournement du trafic au Suriname. Donc il y a ces deux facteurs qui se sont associés et qui expliquent l'augmentation très forte de ce trafic de cocaïne à partir de la Guyane française. Oui, ça veut dire que pour bien comprendre et bien cerner la situation guyano-guyanaise, il faut regarder ce qu'il se passe à la fois dans toute la zone sud-américaine, mais aussi à l'échelle planétaire. On ne peut pas comprendre ce qui se passe si on ne regarde pas de ce côté-là. Exactement. Et il faut aussi regarder du côté des consommateurs. Pays, où on retrouve les consommateurs. Et là, on constate une augmentation très forte de la consommation en Europe, qui a littéralement explosé, et en France en particulier. Les saisies témoignent de cette augmentation, puisqu'on est passé à peu près, alors au niveau européen, de 70 tonnes saisies annuellement, aujourd'hui près de 240 tonnes, alors principalement dans les ports européens, mais aussi donc dans les aéroports d'arrivée. Et donc, les arrestations de mules aussi témoignent de l'ampleur prise
par ce trafic au cours de ces dernières années. Vous me disiez avant d'entrer en studio que vous observiez finalement depuis 2-3 ans une présence de ce sujet-là de plus en plus importante, notamment dans les médias nationaux et hexagonaux qui se mettent à parler de plus en plus de la Guyane comme plaque tournante de la cocaïne. Voilà, c'est à peu près toujours les mêmes titres qui reviennent pour parler de la situation. Effectivement, depuis 1 an et demi, 2 ans, on observe que c'est un sujet d'actualité qui occupe l'espace donc des médias locaux, mais aussi et de plus en plus des médias nationaux qui, comme vous l'avez dit en introduction, chaque jour rapportent le lot quotidien d'arrestation de mules. Alors ce qui est intéressant dans le processus actuel, c'est qu'il y a une espèce de provincialisation du trafic. C'est-à-dire que pendant longtemps, le trafic de cocaïne a été centré sur les grandes agglomérations, notamment Paris, en lien avec la consommation de crack en particulier. Mais depuis quelques années, on s'aperçoit que ce trafic de cocaïne et aussi les itinéraires des mules se dirigent davantage vers des villes moyennes, des villes de province, et en particulier, en ce qui concerne le trafic guyanais, vers les villes de l'ouest de la France. Oui, on entend souvent parler d'Angers, par exemple, à ce niveau-là. Du Mans, de Rennes, vraiment toute une série de villes de province, des villes de taille moyenne qui sont touchées par ce trafic de drogue. Et les autorités, effectivement, s'adaptent. Parfois, les passeurs, les mules sont arrêtés à Orly, mais aussi de plus en plus souvent aux gares. Et au péage aussi, souvent on entend des mules qui se font arrêter dans des péages de l'Hexagone. Ce qui est difficile finalement, Thierry Nicolas, sur cette question-là, et on s'en rend bien compte avec l'évolution de tout le phénomène depuis ces dernières années, c'est que non seulement les autorités s'adaptent, mais les trafiquants et les mules, elles aussi, s'adaptent en fonction de ce qui est identifié par les autorités compétentes, par les douanes, par la gendarmerie. Ça bouge sans cesse en fait, cette situation-là. Et c'est cela qui rend compliqué effectivement l'action des autorités. C'est vrai que dès que les autorités mettent en place des mesures, systématiquement, les trafiquants s'adaptent. Et on le voit aussi pour les points de contrôle routier, qui, lorsqu'ils sont déplacés, au début, on constate une augmentation du nombre de saisies, et puis rapidement, une diminution, parce que justement, les trafiquants s'adaptent à la nouvelle donne. Et trouvent des alternatives. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, c'est un phénomène qu'on arrive à bien expliquer? Les mules, les réseaux de recrutement, enfin tout l'acheminement de la marchandise qui transite en fait par la Guyane. Rien que sur les chiffres, je me souviens d'il y a quelques années, on entendait certaines données, mais on savait pas vraiment d'où ça venait. Là, l'an dernier, il y a eu cette expérimentation qui a fait d'ailleurs beaucoup de bruit, mais qui a au moins permis de dire qu'il y avait une centaine de mules chaque jour qui essayaient de faire le trajet entre Cayenne et Paris. Est-ce qu'on commence à mieux cerner l'ampleur du problème, ou bien il y a encore des zones grises finalement dans l'explication de tout ce qui se passe? Oui, mais nécessairement, effectivement, dans les trafics illicites, il y a des zones grises, des zones qui restent assez obscures. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que cette expérimentation dont vous avez parlé a permis de révéler l'ampleur du phénomène. Car bien souvent, on avançait le chiffre de 20 à 30 mules, et on s'est rapidement aperçu que cela pouvait être plus important sur certains vols, avec cette logique aussi de saturation des forces de sécurité, mais aussi, ce qu'on observe également, c'est l'émergence de trafic en sens inverse. C'est-à-dire que les mules, justement, qui transportent de la cocaïne dans le sens Cayenne-Paris, dans le sens du retour, sont amenés à transporter cette fois du cannabis. D'accord. Et on observe même aussi parfois que des personnes de villes moyennes ou de cités aussi, des grandes villes, participent à ce trafic, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elles arrivent, ces personnes en Guyane, avec donc du cannabis qui est quand même très consommé, qui est plus consommé en tout cas que la cocaïne, et repartent vers la métropole avec de la cocaïne. Alors, pas forcément incorporée, pas forcément ingérée, mais souvent aussi dans des valises. Parce que les mules, c'est à la fois la cocaïne ingérée, mais aussi la cocaïne transportée dans des valises. Et pour que le transport finalement soit de plus en plus rentable, avec des bénéfices qui se font dans les deux sens. Exactement, il y a une optimisation finalement des trajets qui est quand même assez remarquable. C'est quoi l'état de la recherche universitaire aujourd'hui en 2023, Thierry Nicolas, sur le trafic de cocaïne, sur les mules ici en Guyane qui font le transit entre Cayenne et Paris? Est-ce qu'il y a, d'après ce que vous constatez, suffisamment de personnes, des géographes, des anthropologues, des sociologues qui
travaille sur la question, parce que c'est peut-être une fausse impression de ma part, mais j'ai l'impression que dans 99% des cas, quand des experts prennent la parole sur ce sujet, ce sont surtout le procureur, le préfet, la gendarmerie, en tout cas toutes les autorités qui interviennent directement et qui ont un intérêt, on le comprend bien d'ailleurs, à communiquer d'une manière bien particulière sur cette question-là. La recherche universitaire, est-ce qu'elle s'est suffisamment investie de ce sujet-là ? Alors, c'est une problématique qui est liée à l'orientation de la recherche en sciences humaines et sociales en Guyane. Alors, il faut savoir que pendant longtemps, la recherche en sciences humaines et sociales a été le maillon faible de la recherche sur le territoire, puisque c'est surtout la recherche en sciences dures qui a été privilégiée. Et même lorsqu'il y a eu un développement de la recherche en sciences humaines et sociales, c'est en lien avec les sciences dures, par exemple lié à l'écologie, parce que c'est vrai que la Guyane a cette image de poumon vert de la planète. Et attire beaucoup de chercheurs chaque année qui travaillent sur en lien avec l'écologie. Et depuis quelques années, depuis la création de l'Université de Guyane, il y a eu donc l'émergence d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire MINEA et qui s'intéresse aux problématiques strictement liées aux sciences humaines et sociales, sans forcément avoir de lien avec, par exemple, les domaines des sciences dures, par exemple l'écologie. Donc, un laboratoire qui n'est plus l'auxiliaire, en quelque sorte, des autres sciences. Mais le problème, c'est que ce laboratoire ne dispose pas beaucoup de moyens et a du mal à émarger à des projets. Parce que la recherche, aujourd'hui, se fait de plus en plus par projet. Il faut être financé par l'ANR, par exemple, pour pouvoir mettre en place des projets. Donc, la logique est maintenant de renforcer ce laboratoire en recrutant de nouveaux chercheurs qui pourraient éventuellement s'intéresser à cette thématique-là. Parce que c'est quand même important d'avoir cette parole universitaire-là, peut-être pas pour s'opposer, mais en tout cas parfois pour affiner et proposer une parole un petit peu alternative à ce qui peut être transmis et communiqué par la gendarmerie, la préfecture, qui inonde les rédactions de Guyane et de France des chiffres, des bilans de saisie de mules qui sont arrêtées à l'aéroport. On dispose de chiffres impressionnants et on a l'impression parfois qu'on manque de cette parole universitaire pour dire la réalité, c'est plutôt ça. Alors, je vous avouerai qu'au niveau universitaire, au niveau de l'université, ouais. Ce constat-là est partagé, que la recherche en sciences humaines et sociales est insuffisante. Mais c'est lié, comme je le disais, à l'orientation qui a été prise par la recherche en Guyane. Et donc, c'est plutôt effectivement la gouvernance de l'université qu'il faut interroger par rapport à... Évidemment, mais voilà, je vous pose cette question pour savoir si vous constatez finalement un peu une bataille de la communication de la part de l'État français de manière générale, qui a envie depuis ces derniers mois, ces 2-3 dernières années, d'envoyer un signal de fermeté auprès des potentiels mules, les potentiels trafiquants de cocaïne, en disant les choses ont changé, maintenant on arrête de plus en plus de personnes. Est-ce que vous avez l'impression que ça correspond à une réalité, ou bien ça n'est que de la communication en quelque sorte? C'est un sentiment assez paradoxal que j'ai, parce qu'il y a à la fois cette volonté d'envoyer un message de fermeté, de dire qu'on met en place des mesures en déplaçant le barrage, ouais, en contrôlant à 100% les vols. Mais dans le même temps, on a vu qu'il y a une autre expérimentation qui a été menée à partir de juillet 2022, qui a consisté à dépénaliser, entre guillemets, le trafic et notamment le transport de marchandises. Donc on se retrouve dans cette espèce d'ambivalence où d'un côté il y a un discours qui est porté qui vise à être ferme vis-à-vis des mules, et de l'autre un discours qui, compte tenu de la saturation du fait que le trafic soit aussi important, pousse parfois à considérer qu'il faut peut-être dépénaliser en quelque sorte ce transport, notamment incorporé. Alors moi, je trouve que le débat concernant cette expérimentation de juillet 2022 a été enterré peut-être trop vite. Je trouve que c'est un débat intéressant parce que, compte tenu des chiffres qui sont retenus, je me demande si effectivement la privation de liberté est une réponse intéressante pour des personnes qui transportent. Qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant selon vous ? Alors, ce qui est de plus en plus utilisé, ce sont souvent des amendes, et on le voit aussi au niveau national en ce qui concerne le cannabis, par exemple. Eh bien, on passe par des amendes financières. Donc, je pense qu'il faut quand même peut-être ouvrir ce débat, oui, qui a été fermé définitivement, j'ai l'impression, et se poser la question finalement de l'incarcération
des mules. Alors, je prends le cas des États-Unis, qui lors de la deuxième vague d'internationalisation du trafic de cocaïne, à partir des années 80, qui était très fortement touché donc, par la cocaïne pure et ce qu'on appelle la cocaïne basée, qu'on appelle également le crack, eh bien, on a observé effectivement des taux d'incarcération extrêmement élevés. Et qui a touché ce taux d'incarcération élevé, une communauté en particulier, la communauté noire. Donc, et pour autant, les chiffres de la consommation n'ont pas baissé aux États-Unis ? Alors, les chiffres ont baissé à long terme parce que les États-Unis ont mené une politique active vis-à-vis des pays producteurs, en particulier la Colombie, avec le plan Colombie notamment, et aussi en interne avec une politique de prévention assez forte. Mais c'est vrai que la réponse qui consiste à incarcérer donc, les mules, moi m'interroge. Pour revenir sur le cas bien précis de la Guyane, on sait bien que l'argument économique, en tout cas tant que ça restera rentable et que le coût risque-bénéfice il continuera d'être assez intéressant pour les trafiquants et pour les mules, on continuera en fait d'avoir des personnes qui se laisseront tenter et qui prendront ce risque-là de toucher plusieurs milliers d'euros en un seul voyage. L'aspect économique en fait il est primordial dans la compréhension de ce sujet. Oui, parce que alors même si le prix du gramme de cocaïne a baissé, parce qu'il faut rappeler quand même des chiffres là aussi, au début des années 2000, le gramme de cocaïne était à près de 150 €. Aujourd'hui, ça tourne entre 50 et 70 € avec une moyenne de 65 €. Cela reste malgré tout intéressant pour les trafiquants finalement de procéder à ce trafic, d'autant plus qu'on observe qu'il y a une forme de spécification du trafic qui passe par la vente de doses encore plus faibles. C'est-à-dire qu'à côté des doses d'1 gramme, on retrouve des doses beaucoup plus faibles qui se vendent à 10, 20 € par exemple, et qui participent d'une espèce de démocratisation finalement du trafic de cocaïne dans la métropole. Dernière question Thierry Nicolas sur le profil des personnes, des mules, des trafiquants. Est-ce que ça évolue là aussi? On a parlé des trajets qui évoluaient depuis ces dernières années. Sur le profil, on a l'habitude de penser, de visualiser le profil type en quelque sorte, c'est un jeune qui vient de l'Ouest, je résume évidemment les choses, mais depuis ces dernières années, on assisterait à une diversification des profils. Dans le rapport du sénateur Karam d'il y a quelques années, on apprenait, je le cite, que les capacités de recrutement en Guyane sont très élevées et touchent toutes les classes d'âge ainsi que les catégories professionnelles. Sur cet aspect-là, Thierry Nicolas, les choses ne sont pas fixes et elles évoluent tout le temps. Oui, effectivement, et c'est ça qui rend le travail des autorités très difficile, c'est que le profil des mules évolue fortement, donc se féminise aussi, parce que, vous l'avez dit, au départ, il s'agissait surtout de jeunes hommes autour de 24 ans, la moyenne c'était surtout de 24 ans, originaires de l'Ouest, et désormais, effectivement, on assiste à une diversification avec une féminisation de ce trafic. Parfois, il s'agit de jeunes femmes avec des enfants, parfois un nombre important d'enfants, des femmes enceintes. On s'aperçoit aussi qu'il y a des profils, comme je disais, qui viennent de métropole, donc une espèce de mobilité touristique autour de la cocaïne, et aussi d'autres personnes d'autres régions du territoire. Donc pas simplement de l'Ouest, mais aussi de Cayenne, de Kourou, et de l'Est aussi, parce que de plus en plus on s'aperçoit, alors là c'est une tendance extrêmement récente qu'il s'agira de mettre en évidence, que les factions brésiliennes qui sont beaucoup plus présentes aujourd'hui en Guyane participent aussi de ce trafic. Merci beaucoup Thierry Nicolas d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes maître de conférence en géographie à l'Université de Guyane et vous participerez donc à cette conférence ce soir 18h dans l'auditorium de la CCI de Guyane avec d'autres intervenants pour croiser les points de vue, le vôtre, celui d'un scientifique et le témoignage aussi de personnes qui sont directement touchées par la problématique des mules. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous.